La nouvelle est tombée dimanche soir. Alors que la trêve s'achevait dans la soirée au Soudan, l'armée et les paramilitaires en guerre ont annoncé dimanche la prolongation de 72 heures du cessez-le-feu. Une prolongation obtenue sous médiation des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Les forces de soutien rapide annoncent un cessez-le-feu humanitaire de 72 heures, visant à ouvrir des couloirs humanitaires, à faciliter les déplacements des ressortissants soudanais et étrangers et à garantir qu'ils reçoivent l'accès aux nécessités et qu'ils puissent atteindre des zones sûres. Si la précédente trêve n'a pas été totalement respectée, elle a toutefois permis de maintenir les couloirs de passage sécurisés pour l'évacuation d'étrangers ou même de poursuivre les négociations. Un premier avion d'aide humanitaire est même arrivé au Soudan. 8 tonnes d'aide, dont du matériel chirurgical, sont arrivées dimanche dans le pays où la plupart des hôpitaux sont hors service en raison des combats. Du matériel envoyé par la Croix-Rouge qui devrait être suivi par d'autres livraisons, notamment en provenance de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé dispose de stocks de médicaments essentiels, de poches de sang, de fournitures pour la chirurgie et les soins de traumatologie qui attendent d'être livrés dès que l'accès sera sécurisé. Une cargaison supplémentaire de fournitures médicales arrive à Port-Soudan. Les partenaires continuent de soutenir les opérations de 65 établissements de santé dans 5 États du Soudan, en fournissant un soutien en personnel, des consommables médicaux, des fournitures et des produits pharmaceutiques. Le conflit entre l'armée et les paramilitaires au Soudan entre dans sa 3e semaine. Malgré les appels de la communauté internationale, aucune solution diplomatique n'est en vue entre les deux rivaux en treillis qui continuent de s'invectiver par médias interposés et dont les affrontements ont fait 528 morts et près de 4600 blessés, selon des chiffres officiels, considérés comme loin de la réalité. Des hôpitaux bombardés, un manque de personnel et au milieu, des civils en attente de soins. Depuis 15 jours, la guerre au Soudan est venue fragiliser un système de santé déjà marqué par 2 décennies de dépendance à l'aide internationale. Une situation que déplore le directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Il y a une véritable pénurie dans le secteur médical, surtout depuis le début de la crise il y a 2 semaines. Surtout de spécialistes, comme les chirurgiens et les anesthésistes. Il y a une pénurie de financement et de fournitures médicales aujourd'hui, en raison du manque de sécurité et de la difficulté d'accès aux hôpitaux. Dans ce drame humanitaire, plusieurs dizaines de milliers de ressortissants ont déjà quitté le territoire et pas moins de 528 personnes ont déjà été tuées. Les civils restés sur place craignent désormais de voir des maladies se développer, car chaque année, la malaria fait des ravages à la saison des pluies qui approchent, tandis que le choléra pourrait exploser en raison du manque d'eau potable. L'ONU avait lancé un appel pour soutenir le Soudan au plan humanitaire, notamment dans le domaine de la santé, à hauteur d'environ 1,7 milliard de dollars pour 2023. Malheureusement, le Soudan n'a reçu qu'environ 13% de cette aide. Et en ce qui concerne le système de santé, l'estimation pour répondre aux besoins pour sortir de cette crise est de plusieurs centaines de millions de dollars. Déjà fin 2021, la communauté internationale avait suspendu la totalité de son aide de 2 milliards de dollars annuels en rétorsion au putsch mené par les 2 généraux, aujourd'hui en guerre. Depuis le début des affrontements au Soudan, au moins 20 000 réfugiés ont traversé la frontière vers le Tchad. Des hommes, des femmes et des enfants ont quitté leur vie du jour au lendemain pour trouver refuge dans les pays voisins. Certains n'avaient même pas de véhicule pour fuir le pays. Tout a commencé vers 1, 2 et 3 heures du matin. Nous nous sommes réfugiés dans un poste de police local. Ils nous ont dit que nous ne pouvions pas rester car les combats avaient commencé. J'ai appelé mes enfants et leur ai dit de prendre mes petits-enfants et de partir. Puis nous nous sommes enfuis à pied. Arrivés au Tchad, les réfugiés soudanais sont accueillis dans les camps
où les équipes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont déployées le long de la frontière orientale avec le Soudan. Objectif, répondre aux besoins urgents de protection et d'assistance humanitaire, mais l'afflux de Soudanais sur place rend le travail du HCR difficile. Des réfugiés doivent même s'abriter sous des arbres pour échapper au soleil, en plus de manquer d'eau potable et de nourriture. Si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. La saison des pluies arrive dans quelques semaines et si nous ne fournissons aucune assistance aux personnes, la route sera bloquée et tous les réfugiés ici seront bloqués. Et nous devons absolument fournir une assistance en termes d'eau, de santé et d'abri le plus rapidement possible, de la nourriture aussi, afin d'assurer la sécurité et la protection des personnes. Pour l'instant, des plans sont en cours pour reloger les familles dans un camp de réfugiés existant plus éloigné de la frontière, tandis qu'un nouvel emplacement est en cours d'identification pour accueillir les arrivées supplémentaires. Alors que les combats entre l'armée et les paramilitaires ne cessent pas, des milliers d'autres personnes en provenance du Soudan devraient encore fuir le pays pour le Tchad. La situation humanitaire pourrait rapidement devenir catastrophique au Tchad, selon les autorités du HCR. 14 heures, le Boeing ayant à son bord le président centrafricain fait son atterrissage sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le professeur Faustin Archange Touadéra sera accueilli au bas de la passerelle par une forte délégation constituée autant des membres du gouvernement avec en tête le ministre directeur du cabinet civil Samuel Vando Ayolo que des populations camerounaises et de la communauté centrafricaine vivant à Yaoundé, venus immortaliser cette toute première visite en terre camerounaise du numéro 1 centrafricain sous l'ère de la CEMAC. Moins de 2 mois après la tenue du 15e sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le professeur Faustin Archange Touadéra était à nouveau ce week-end à Yaoundé pour rencontrer son homologue camerounais Paul Biya. Après civilité d'usage, un bref arrêt sera effectué à l'hôtel Hilton, puis le cortège va s'ébranler vers le palais de l'unité des Toudji, où il sera dignement reçu par le président de la République du Cameroun, qui le 17 mars dernier, en ce même lieu, lui a passé le bâton de commandement des rênes de la CEMAC. Pendant 2 heures d'horloge, les chefs d'État Biya et Touadéra vont s'entretenir à huis clos. Un tête-à-tête privé dont rien n'a officiellement filtré à l'issue de cette visite de travail et d'amitié. Mais selon des sources bien introduites, plusieurs sujets étaient au menu de l'entretien entre les deux présidents. Tout d'abord, le transfert des dossiers de la sous-région, à l'instar de celui relatif à la libre circulation des personnes et des biens. Ensuite, la question de sécurité à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, longue de 1000 km. Et enfin, la longue, riche et fructueuse coopération entre le Cameroun et la RCA, vieille de plusieurs années. C'est avec un air de satisfaction que le désormais président en exercice de la CEMAC, venu également s'abreuver à la source de sagesse Biya, va quitter le palais de l'unité, direction Bangui, la capitale centrafricaine, mettant ainsi fin à sa visite en terre camerounaise aux enjeux divers et énormes. Le Cameroun numérise son système d'obtention de visa. Les demandeurs pourront accéder aux services à travers la plateforme www.evisacameroun.com. Le préenrôlement en ligne et le traitement de la demande se feront dans un délai de 72 heures et 24 heures pour les visas express. Pour faire simple, ce système permet à l'usager, à partir de son domicile, via un téléphone, une tablette ou un ordinateur, de se connecter à la plateforme décrite et d'y effectuer son préenrôlement ainsi que le paiement en ligne. Ce projet entre en vigueur pour simplifier les procédures et limiter les files d'attente dans les ambassades et consulats. Autre avantage, les données seront plus sécurisées. Beaucoup de Coréens qui veulent visiter au Cameroun, mais en fait en Corée, il n'y a pas d'ambassade au Cameroun. Donc on peut plus facilement avoir le visa. C'est ça qu'on pense.
l'utilisation du digital. Je crois que c'est dans l'air du temps. Donc je dis félicitations au Cameroun d'avoir lancé cette piste-là. Donc bravo. Cette initiative prend enfin corps après 10 ans de tractation. Une campagne de sensibilisation aura lieu du 6 au 8 mai prochain pour informer l'opinion nationale et internationale sur le fonctionnement de cette plateforme en ligne. Est disponible pour toute demande. Le ministère sénégalais de la Santé a annoncé un premier décès dû à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo à l'hôpital d'Al-Aljam à Dakar, plaçant ainsi le pays en situation d'épidémie. Les services du ministère ont établi la liste des contacts dont le nombre serait de 84 afin d'en assurer le suivi, principalement une partie du personnel médical de l'hôpital et des membres de la famille du défunt actuellement sous surveillance pour déceler d'éventuels symptômes de la maladie. D'après le Centre sénégalais des opérations d'urgence sanitaire, 73 animaux composés de bovins, ovins et caprins ont été investigués sans détecter aucun autre cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo pour l'heure. Le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est une maladie transmise de l'animal à l'homme et entre humains par le contact direct avec du sang ou des tissus des animaux ou des personnes infectées ou encore par les morsures de tiques infectées. La maladie, qui n'a toujours aucun vaccin ni pour l'homme ni pour l'animal, est endémique dans certains pays d'Afrique, d'Asie, des Balkans et du Moyen-Orient. En Tunisie, départs et naufrages se multiplient à mesure que les départs depuis les côtes tunisiennes augmentent. La recrudescence des morts est aussi liée à un changement de comportement des gardes-côtes. Plus de 200 cadavres reposent à cette heure dans la morgue de l'hôpital de Sfax, dont la capacité est très largement dépassée. Tout s'est aggravé depuis le discours attisant racisme et crise économique du président Kais Saied sur la présence de migrants subsahariens. Des départs qui ont augmenté encore plus à la faveur des beaux jours qui arrivent et d'une situation économique et sociale qui s'enliserait. La situation inquiète au plus haut point les partenaires européens, notamment l'Italie. Certains migrants ont hâté leur départ vers l'Europe et d'autres ont décidé de prendre la mer pour ne pas avoir à rentrer au pays. Jusqu'à 1,5 million de manifestants étaient attendus par les syndicats dans toute la France pour un 1er mai sous fond de défiance contre la réforme des retraites. Ce 1er mai marque la 13e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites et intervient pourtant après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel et sa promulgation dans la foulée. C'est aussi le premier défilé unitaire depuis 2009. 12 000 gendarmes et policiers ont été mobilisés dans toute la France. L'intersyndicale, qui a qualifié les manifestations d'historiques, les manifestations du 1er mai ont aussi rappelé que cette nouvelle journée de manifestation peut servir à montrer au gouvernement que les opposants à la réforme ne passeront pas à autre chose tant que le texte ne sera pas retiré. Cette vendeuse, aidée par sa fille, vient juste de frire des kossé. Ce sont des galettes fabriquées à base de petits pois. C'est un des produits du terroir très prisé par les Centrafricains de tous âges. Ces kossé sont faits avec des petits pois que nous achetons sur le marché. Si le petit pois n'est pas cultivé en Centrafrique, le haricot est largement répandu dans le pays. On le retrouve aussi bien dans le menu des ménages que dans les plats des cantines scolaires en Centrafrique. Le kossé, apprécié pour l'énergie qu'il procure, est aussi irrésistible pour les écoliers que pour les passants, tant à pied qu'en voiture. La première chose qui t'attire lorsque tu passes devant ces beignets, c'est leur parfum. Ensuite, ils sont nourrissants et pas chers. Juste 2 ou 3 morceaux, tu bois un coup, c'est bon. Ça te donne la force de tenir ta journée. Le kossé, justement, fait partie des produits dont la commercialisation est soutenue par l'association Yeti Kodro, littéralement traduit, les choses du pays. Il est apprécié au même titre que les autres produits proposés par l'association. Ici, nous avons des feuilles de haricots. Alors, c'est des choses qu'on ne trouve pas couramment sur le marché, dans les grandes surfaces et tout. Ici, nous avons la farine de mil, vraiment fait dans les conditions d'hygiène et tout. Les premières initiatives de l'association ont été lancées en 2016 à Bangui. Elle a depuis étendu ses activités à 2 autres villes du pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine et les difficultés rencontrées dans toute l'Afrique pour s'approvisionner en blé ukrainien,
La mobilisation est à l'ordre du jour pour pallier la situation. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. En Centrafrique, les prix des produits de première nécessité tels que la farine, l'huile, le sucre, pour ne citer que cela, augmentent déjà. L'action stratégique et à moyen terme que le département du commerce et de l'industrie est en train d'envisager consiste à réduire notre dépendance à l'importation. Pour cela, nous encourageons et orientons nos investisseurs vers la transformation de nos nombreux produits locaux, et ceci en collaboration avec les ministères de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage. Malgré les crises économiques et alimentaires comme celle provoquée par la guerre en Ukraine, des solutions se trouvent parfois dans l'initiative et le retour aux produits traditionnels.